Il est l'un des meilleurs navigateurs français, souvent vainqueur et élu meilleur marin de l'année 2018, mais encore méconnu du grand public. Charles Caudrelier a remporté une solitaire du Figaro, une route du Rhum et 3 transats Jacques Vabre. C'est d'ailleurs l'une des courses qu'il préfère, 7500 miles du Havre à Fort-de-France en Martinique. Il a remporté l'édition 2021 et à 49 ans, il vient défendre son titre à la barre du Maxi Edmond de Rothschild. Charles Caudrelier est d'ailleurs le grand favori de cette 16e édition. Dans la classe ultime, lui et son coéquipier Erwan Israël sont actuellement deuxième, juste derrière Armel Lecléache et Sébastien Josse sur leur Maxi Banque Populaire. Cet entretien clair-obscur avec Charles Caudrelier est réalisé par Karine Henry, Guillaume Gouet et Clémentine Gardet. Il est allé chercher dans les profondeurs l'inspiration pour aller encore plus haut, au-dessus des flots. Lui-même se définit comme un enfant du Grand Bleu. Le jeune Charles Caudrelier s'entiche d'abord de sa planche à voile. Et puis à 15 ans, le vent tourne. Il croise des légendes des mers, Michel Desjoyaux, Laurent Bourgnon. C'est décidé, il sera marin. En 2004, il remporte la solitaire du Figaro. Il a presque 30 ans et l'ivresse de la vitesse. En double et en équipage, il enchaîne les victoires. 3 transats Jacques Vabre, 2 Volvo Ocean Race. Mais la plus mythique pour lui, c'est la route du Rhum. En novembre 2022, il en prend le départ, seul à bord de son trimaran géant. 6 jours et quelques heures plus tard, au cœur de la nuit antillaise, le navigateur coupe la ligne d'arrivée en premier. Cette course-là, ce parcours-là, ça m'a fait rêver. J'ai dit un jour je vais y être. Et j'ai attendu très longtemps puisque j'ai fait mon premier route du Rhum à 48 ans et que c'est la course qui m'a donné envie d'y être. C'est pas le Vendée Globe comme certains, c'est vraiment la route du Rhum en multicoque. Vous n'êtes pas du tout, vous, un enfant de la mer? Je suivais un peu les passions de mon père. Donc, il y a quand même une de ses premières passions, c'était le bateau. Il est venu habiter en Bretagne pour ça et je le remercie parce que j'ai été né à Paris quand même. J'étais mal parti pour démarrer ma carrière de marin. Et il m'a mis au bord de l'eau. Moi, j'ai mon premier contact avec la mer et le vent, c'est la planche à voile. Et ça, j'adorais. Le bateau, j'aimais pas. J'ai des mauvais souvenirs en bateau avec lui jeune. Et je n'aimais pas du tout. Vous étiez malade? Non, mais je m'ennuyais. Le déclic s'est fait, vous aviez 15 ans donc. Vous naviguez un peu en cachette, vous commencez à faire le mur. Vous dites à vos parents, je vais aller dormir sur le bateau, sur le voilier familial. Et en fait, vous en profitez pour naviguer seul la nuit. J'avais 15-16 ans. Et effectivement, mon père n'avait pas de bateau, mais il en louait un 2-3 semaines pour faire des croisières en famille. Et quand il était au mouillage devant chez moi, je disais que j'allais dormir. Et la nuit, je me rappelle la première fois, j'ai juste quitté la bouée, j'ai hissé juste la grand voile, j'ai fait un tour. Pour moi, et j'ai m'éloigné de 4 km de la bouée. Hein. Pour moi, c'était l'aventure totale parce que c'était une bêtise énorme. Voilà, et le bateau, je ne savais pas encore bien en faire, je pense. Mais j'avais une confiance en moi et je me sentais très à l'aise en solitaire. Et j'avais cette envie de faire ça et ça me fascinait. Donc ça a commencé comme ça. Et vos parents, ils l'ont découvert à un moment donné? Votre père était un marin. Je crois que je ne sais pas s'il l'a su vraiment. Je crois qu'une fois, effectivement, aux jumelles, il s'est dit mais le bateau n'est pas là et il s'est rendu compte que j'étais parti. Donc, je me suis fait engueuler, je crois. Mais dans le fond, je pense qu'il était très fier. Mais il avait très peur, c'est tout. Alors après, vous allez rentrer à l'École nationale de la marine marchande. Vous allez passer 5 ans. Qu'est-ce que vous y avez appris? Évidemment, j'ai appris la navigation. Au moins, je savais éviter les cailloux, ça, et puis je savais tirer les routes. Et je savais. Donc au début, j'étais quand même assez à l'aise très tôt et puis tous les instruments qu'il y a à bord. Et sur un bateau de commerce, il y a tout ce qu'il y a sur un bateau de course au large. Il y a de l'hydraulique, il y a de la mécanique. Et puis, il y a aussi toute la construction d'un bateau, comment ça fonctionne un bateau. En fait, ça me sert tous les jours. J'avais pas compris à l'époque l'intérêt pour mon sport de ça. Sinon, j'aurais sans doute fait une école d'ingénieur et ça m'aurait motivé. Donc, j'ai fait la marine marchande parce que ça me rapprochait de la mer. Mais finalement, aujourd'hui, si je conseillais à un enfant de faire mon métier, je dirais fais une école d'ingénieur parce que ça va te servir tous les jours. Et d'ailleurs, les profils qui émergent aujourd'hui et les gens qui ont des carrières, Franck Camin, c'était d'ailleurs un ingénieur à la base, même s'il n'a pas fait d'études. Et après, François Gabard, voilà, c'est des gens qui ont des profils d'ingénieurs et c'est ceux-là qui émergent. Et les études, ça te sert tous les jours. Et si tu n'as pas les études, c'est très compliqué de passer sur les gros bateaux. La solitaire du Figaro, 2004, première victoire. Vous avez quel âge? Donc je dois avoir 29 ans. Quelle sensation on garde de cette première victoire en solitaire? Pour moi, c'est la plus belle et celle dont je suis le plus fier. Parce qu'il y a 58 bateaux sur le départ, tout le monde a le même bateau.
Donc là, c'est la course à armes égales parfaite. Et pour moi, c'était la case à cocher. Je voulais mériter, pour avoir un gros bateau, je voulais mériter. Donc pour moi, si je n'avais pas coché cette case-là, j'aurais sans doute pas continué ma carrière. Donc voilà, ça reste une émotion hyper forte. Déjà parce que c'est la première, on est très jeune. Et c'était la reconnaissance de mes pairs, parce que pour moi, le Solitaire du Figaro, c'est la référence. Et donc d'être reconnu par des anciens vainqueurs comme Michel Desjoyaux, tous ces gens-là qui m'ont félicité, c'était le plus beau cadeau qu'on avait pu me faire. Vous dites que vous êtes un homme de compétition, vous aimez ça. Est-ce que vous êtes un homme de record aussi? La route du Rhum, par exemple, c'était 6 jours, 19h47 minutes. Donc vous détenez le record de la route du Rhum. Pour nous, coureurs, c'est complètement anecdotique, puisque le record, ça représente quoi? La capacité du bateau. Donc les bateaux évoluent dans le temps et ça progresse, donc c'est normal qu'on aille plus vite. Les records en soi, c'est à part. Et alors ça fait toujours plaisir de l'avoir, mais moi une seconde devant François Gabard, ça me suffisait à me rendre heureux. Bon, là il y avait un peu plus, mais voilà, c'est ce qu'on va chercher dans la compétition. Les records, c'est une petite cerise sur le gâteau. Vous avez décidé de suivre une formation très particulière pour gérer ces gros bateaux, c'est l'apnée. On m'a proposé de rencontrer Arnaud Giral. Au départ, pour être honnête, j'avais envie juste de rencontrer le champion et de parler d'apnée parce que ça me passionne et que j'avais une admiration profonde pour ces gens-là. Et puis il y a un côté mental dans l'apnée qui est important et il m'a appris à respirer, mais en fait il m'a appris à me concentrer. Donc en fait en travaillant la respiration, je me suis rendu compte avec lui que ça me permettait de baisser mon rythme cardiaque, ça me permettait de me calmer. Et dans la voile, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait lui quand il descend, il faut qu'il se coupe de toutes ses émotions pour vraiment... Et moi c'est pareil, je suis le seul sport au monde, pendant mon exercice, pendant mon sport, je vais aller dormir. Et à un moment, moi j'ai beaucoup de mal à couper de la performance du bateau. Mon bateau, je l'écoute, j'ai des sensations à bord. Il n'y a pas que les chiffres, contrairement à ce que pensent les gens, ils disent maintenant il n'y a que l'électronique. Non, c'est faux. Le métier que je faisais il y a 20 ans, c'est toujours le même, les sensations sont essentielles. Et quand tu veux aller dormir, tu es en compétition, il faut te couper. C'est très particulier, pendant un match, de se couper du stress. Par ce travail que j'ai fait pour la plongée, pour descendre plus profond, il m'a quand même amené à 30 mètres en moins de 2 jours. Et ça m'a dit, mais c'est un excellent moyen de se couper du stress de la course avant de s'endormir. Ça, c'est essentiel. Et puis, aussi, quand dans les moments de stress, de se détendre, parce que souvent, dans les moments de stress, l'émotion prend le pas sur l'aspect cartésien et on fait des bêtises. Et sur mon bateau, la moindre erreur se paye. J'ai des checklists énormes pour chaque manœuvre. Avec la respiration, j'ai appris à me calmer. Et c'est très intéressant, en fait. Et c'était totalement imprévu que ça aille aussi loin. On va parler de la Transat Jacques Vabre, qui est avec Erwan Israël. Qu'est-ce qui fait la complémentarité d'un duo? Il faut être complémentaire et en même temps, il faut être assez proche. Il faut avoir la même façon de naviguer, la même vision des choses. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Erwan, c'est qu'il apporte un regard très nouveau. Et puis, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Donc, quand je vais aller dormir, c'est essentiel. Après, je m'entends bien avec lui. Quand on fait une transat 15 jours comme ça, c'est quand même une relation très forte qu'il faut avoir avec la personne. Donc, il faut bien s'entendre, il faut pouvoir vivre avec. Il m'a confié, juste avant qu'on se voit, qu'il était beaucoup moins drôle que vous. C'est ma façon de créer du lien. Je trouve que voilà, je ne sais pas faire autrement et l'humour est, je trouve, un excellent fédérateur. Et donc, je suis peut-être pas toujours drôle d'ailleurs, parfois je suis peut-être lourd, mais j'essaye puis je me prends pas au sérieux. Et en fait, c'est plutôt quand je plaisante plus avec les gens que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est un bon moyen. On plaisante ensemble alors. Oui, on peut plaisanter ensemble. Je crois qu'il y a une manière particulière de prendre la douche sur le bateau. Ah oui, alors c'est un petit peu... Mais c'est vraiment très efficace quand même. Quand on veut prendre une douche, ça se passe comme ça. La douche à bord, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'eau, puisque l'eau c'est du poids et on n'en embarque pas d'eau, et on n'a pas de salle de bain à bord, parce que c'est aussi du poids d'avoir une salle de bain. Donc on se lave avec très peu de choses. Donc le plus simple, c'est finalement de se laver avec de l'eau de mer. C'est très agréable quand l'eau est chaude, je ne le fais pas quand l'eau est très froide. Et après on se rince avec un peu d'eau douce, avec 1,5 litre. Ça fait aussi réfléchir qu'on a l'eau en abondance à terre et on ne réfléchit plus tellement comment on consomme. Et finalement en mer, on se rend compte qu'avec peu de choses, on vit très bien. Vous partez avec ce bateau que vous commencez à connaître 3 ans maintenant. Il est magique pour vous, ce bateau? Ce bateau-là, le fait de voler, on a changé de dimension et c'est tout le temps un plaisir. Et c'est vrai que c'est du pilotage en permanence, c'est du bonheur et on a tellement de paramètres et le vol te permet de passer mieux la mer. Donc il y a beaucoup de plaisir, très peu de moments désagréables. Ce bateau-là, je suis incapable de le préparer tout seul. Il y a
Il y a 50 personnes qui bossent presque toute l'année sur ce bateau. Et tout seul, je ne suis pas grand-chose. Donc voilà, et j'ai une relation forte avec ce bateau. Ouais. Et si on fait un bateau neuf ou si on change de bateau, qui peut être possible pour le futur, ça va être un vrai déchirement et j'aimerais pas le voir partir dans n'importe quelle main si on doit le vendre. Et ce sera la première fois que je crois que j'aurai du mal à me séparer d'un bateau, effectivement, si ça arrive.